Le cadeau était emballé dans du papier cadeau orné de rubans roses. Ma fille avait 7 ans, et j'aurais dû comprendre dès que j'ai vu le sourire de ma sœur que quelque chose ne tournait pas rond. Je m'appelle Céleste Harmon, et j'ai bâti ma vie à la force du poignet. J'ai grandi dans une modeste maison de 2 chambres à Saint-Étienne, où ma mère parvenait à faire vivre 5 personnes avec un seul salaire, en qualifiant cela de vie heureuse. Je l'ai regardé gérer tout. Cela avec une dignité silencieuse, et je me suis promis de ne jamais la laisser porter ce fardeau seul une fois adulte. J'ai tenu cette promesse. À 34 ans, j'étais directrice marketing senior dans un cabinet à Lyon, propriétaire d'une maison de 4 chambres dans la banlieue résidentielle. Je conduisais une voiture fiable qui ne tremblait pas sur l'autoroute, et surtout, j'étais présente pour ma fille, Mia. De toutes les manières dont ma propre enfance avait manqué. Ma sœur, Danielle, avait 31 ans et était toujours en quête de repères. Je ne l'ai jamais jugée pour cela. J'ai payé son loyer à 2 reprises, réglé ses mensualités de voiture une fois, envoyé de l'argent à maman chaque mois sans qu'on me le demande, parce que c'est ce que l'amour signifiait. Pour moi, calme, constant, inconditionnel. Mais l'amour, j'ai appris qu'il peut aussi être un bandeau sur les yeux. La fête du 7e anniversaire de Mia avait lieu un dimanche après-midi en septembre. Ballons, rires, gâteau à la crème au beurre. Danielle est arrivée la dernière, tenant un cadeau entouré de rubans roses et arborant un sourire que je ne lui avais jamais vu auparavant. Chaleureux en apparence, mais creux à l'intérieur. Je n'ai pas mis de nom sur ce sentiment à ce moment-là. J'aurais dû. Mia a déchiré le papier cadeau comme le font les enfants de 7 ans. Sans cérémonie, sans méfiance. Nous étions tous en train de regarder. J'étais la seule qui aurait dû faire plus attention. Le cadeau était une tablette. Pas une tablette jouet, une vraie. Le dernier modèle. Un prix de vente avoisinant les 400 €. Je le savais parce que j'hésitais à offrir exactement ce modèle à Mia pour Noël, me raisonnant toujours en pensant qu'elle était trop jeune. Danielle le savait. Je le lui avais dit lors de l'un de nos appels du dimanche, ceux où je parlais beaucoup et où elle écoutait, ou du moins, c'est ce que je croyais. Mia a poussé des cris de joie et a serré Danielle dans ses bras comme si elle venait de décrocher la lune. Ma mère applaudissait depuis sa chaise de jardin, rayonnante. Mon mari, Marcus, souriait poliment et tendait la main vers une autre part de gâteau. J'ai souri moi aussi. Sincèrement au début, mais quelque chose tirait au fond de mon esprit, calmé. Persistant comme un fil que l'on remarque mais que l'on n'ose pas tirer. Danielle avait 3 mois de retard sur son loyer. Je le savais car je l'avais payé. Elle m'avait appelé en pleurant, disant que ses heures de travail avaient été réduites, qu'elle arrivait à peine à garder la tête hors de l'eau. Alors, d'où venaient ces 400 €? Je me suis dit de ne pas questionner un geste généreux, que j'étais mesquine, voire ingrate. Ce soir-là, après le départ des invités et que Mia se soit endormie en serrant sa nouvelle tablette, j'ai porté le papier cadeau à la poubelle et quelque chose a glissé des plis, un ticket de caisse plié, avec un nom qui n'était pas celui de Danielle. Je suis resté debout dans ma cuisine à 22h47, tenant le ticket sous la lumière crue, comme s'il s'agissait d'une preuve sur une scène de crime, car c'était exactement ce que c'était. Le nom sur le ticket était Marcus, mon mari. Je l'ai lu 3 fois. Puis une 4e. Mon cerveau cherchait des explications rationnelles. Peut-être l'avait-il aidé à choisir? Peut-être lui avait-il prêté l'argent? Peut-être y avait-il une coordination innocente entre mon mari et ma sœur dont j'ignorais tout. J'étais doué pour cela, construire des portes de sortie pour le comportement des autres. J'ai plié le ticket, glissé dans la poche arrière de mon jean, suis monté à l'étage, suis resté debout devant la porte de notre chambre à regarder Marcus dormir, un bras jeté sur son côté du lit, respirant calmement,
le visage d'un homme qui n'a rien à cacher. Ou d'un homme qui cache des choses depuis si longtemps qu'il a oublié ce qu'est la mise à nu. Je ne l'ai pas réveillé. Je n'ai confronté personne. Au lieu de cela, je suis redescendu. Je me suis servi 2 doigts de bourbon, ce que je faisais rarement, et je me suis assise dans l'obscurité. J'ai repensé à la façon dont Daniel m'avait regardé ouvrir ce cadeau, non pas avec l'excitation d'une tante généreuse, mais avec quelque chose d'autre. Ses yeux glissant vers Marcus pendant une demi-seconde. Je ne l'avais pas enregistré sur le moment. Maintenant, si la question n'était pas seulement d'où venait l'argent. La question était, depuis combien de temps cela durait-il, et qu'était-ce exactement? Je n'ai pas dormi. Pas un vrai sommeil, juste cette torpeur superficielle et torturant tout le corps. Reste immobile mais l'esprit parcourt chaque souvenir que je croyais comprendre. J'ai commencé à remonter le temps, 6 mois, 8 mois, 1 an, rejoignant des moments que j'avais classés comme ordinaires. Maintenant, je les observais sous ce nouvel éclairage terrible. La fois où Marcus avait proposé de raccompagner Daniel après le repas de Noël l'an dernier, seul, pendant que je débarrassais avec maman, supposant qu'il était simplement attentionné. Le week-end où il avait dit avoir une conférence professionnelle à Lille. J'étais plongé dans le lancement d'une campagne, je n'avais même pas levé les yeux de mon ordinateur. Lorsqu'il m'avait embrassé pour partir, Daniel avait mentionné ce même week-end qu'elle rendait visite à une amie dans le sud. Je n'avais jamais fait le lien avant cet instant. La façon dont elle avait commencé à lui envoyer des textos directement, pour des choses futiles, lui demandant des conseils auto. Une playlist qu'il avait mentionnée. J'avais vu ces échanges et n'avais rien ressenti. Pourquoi l'aurais-je fait? Il était son beau-frère. La familiarité était naturelle. Sauf que je me souvenais différemment de la texture de ces moments maintenant. La légère hésitation avant que Marcus ne réponde à ses messages quand j'étais dans la pièce. La façon dont Daniel avait arrêté de se plaindre d'être seul au moment même où Marcus avait commencé à rentrer avec 20 minutes de retard. Des petites choses individuellement insignifiantes. Ensemble, une carte routière. J'ai sorti mon téléphone et ouvert le compte joint que nous utilisions pour les dépenses du foyer. J'ai fait défiler 4 mois de transactions auxquelles j'avais fait confiance sans vérifier. 3 retraits en liquide. 200 € chacun. Tous les 3 effectués un week-end où j'avais travaillé tard. Mon verre de bourbon était vide. Ma poitrine ressemblait à du béton. Il existe un genre de deuil particulier qui ne vient pas de la perte de quelqu'un, mais de la réalisation de qui il était réellement. Ce deuil ne s'annonce pas. Il démantèle silencieusement tout ce que vous croyez solide. Je me suis donné exactement 48 heures pour ne pas m'effondrer, pour m'organiser. Parce que j'avais passé toute ma vie d'adulte à résoudre des problèmes avec clarté et précision, et je n'allais pas laisser la trahison faire de moi quelqu'un que je ne reconnaissais pas. J'ai appelé mon amie Renée, une avocate spécialisée en droit de la famille rencontrée au travail 3 ans plus tôt. Je lui ai dit que j'avais besoin d'une consultation privée. Elle n'a posé aucune question, m'a juste dit mardi midi et m'a envoyé l'adresse de son cabinet. Puis, j'ai contacté un détective privé, recommandé par une collègue qui avait traversé un divorce discret et difficile 2 ans auparavant. Gary était cher, discret. Et, selon ma collègue, totalement dépourvu d'émotion. J'avais besoin de cela. Maintenant. Je n'ai rien dit à Marcus ni à Daniel. J'ai continué ma semaine. Avec une normalité chirurgicale. Préparer le dîner, répondre aux emails, rire. Des blagues de Mia, embrasser Marcus le soir comme si ma peau ne me démangeait pas. La représentation de ma vie. Littéralement. Ce que je n'ai dit à personne. C'est ce que Gary a trouvé en 72 heures. Pas seulement la confirmation de ce que
Je soupçonnais, mais quelque chose de bien pire. Quelque chose qui remettait en question non seulement les derniers mois, mais les 3 dernières années de mon mariage et chaque conversation vulnérable et confiante que j'avais eue avec ma sœur. Il m'a envoyé une seule photo d'abord, puis le document. J'étais assise dans ma voiture garée devant l'école de Mia et je l'ai ouvert. Mes mains n'ont pas tremblé. Mes yeux n'ont pas pleuré. Je suis simplement devenue terrifiante. D'immobilité. La photo avait été prise devant un immeuble que je ne connaissais pas. La main de Marcus sur le bas du dos de Daniel. Sa tête penchée vers son épaule. L'horodatage indiquait 14 mois auparavant. 14 mois. Mia venait d'avoir 6 ans. Je travaillais 70 heures par semaine pour essayer de conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je rentrais épuisé chaque soir auprès d'un mari qui me massait les épaules et me disait que j'étais incroyable. Pendant qu'il rendait visite à ma sœur les week-ends, dont je ne savais rien. Le document envoyé par Gary était un bail. Un studio à Lyon. 12 mois signés conjointement. Sous leurs 2 noms. Expirés depuis 8 mois, ce qui signifiait qu'ils avaient été assez prudents pour le libérer avant que je ne m'approche de quoi que ce soit. Mais les gens prudents laissent toujours des tickets de caisse et du papier. Cadeau. Je suis resté avec ces informations pendant 3 jours. Je les laissais se diffuser en moi comme une toxine qui devait être totalement évacuée avant que je ne puisse penser clairement. Puis je me suis mise au travail. J'ai rencontré René et j'ai tout mis sur la table. Les retraits, le bail, la photo, la chronologie. Elle m'a regardé avec des yeux fermes et professionnels et a dit que j'avais un dossier exceptionnellement solide tant pour la procédure de divorce que pour la protection des actifs. Je lui ai demandé de commencer discrètement. Rien de déposé pour l'instant. Rien de visible. Parce que Marcus ne savait pas ce que je savais et Daniel ne savait pas ce que je savais. Et mon plus grand avantage, le seul qui comptait, était qu'ils croyaient tous deux que j'étais toujours celle qu'ils avaient connue. Confiante, généreuse, aveugle. J'ai invité toute la famille à dîner le samedi suivant. Maman, Marcus, Daniel. Mia. J'ai tout cuisiné moi-même, mis la table magnifiquement, et j'ai souri. Comme une femme n'ayant absolument rien en tête. Il y a une différence entre la vengeance et la justice. La vengeance est émotionnelle. La justice est architecturale. J'avais passé 2 semaines à bâtir quelque chose qu'aucun d'eux ne pourrait démonter, contester ou fuir. Le dîner fut chaleureux et sans précipitation. Maman a parlé de son jardin. Mia a fait tout un numéro 2. Comédie impliquant un poulet en caoutchouc qu'elle avait eu à l'école. Marcus a versé le vin et a ri au bon moment. Daniel a complimenté mon poulet rôti 2 fois et a demandé la recette comme si nous étions encore les sœurs que nous avions prétendu être. Je la lui ai donnée. J'ai souri et je la lui ai donnée. Après le dessert, j'ai demandé à maman d'emmener Mia à l'étage pour choisir une histoire du soir. Maman a compris la situation comme seules les mères le font. N'a rien dit, a juste emmené Mia doucement et a disparu dans l'escalier. Nous étions tous les 3 assis à table. J'ai sorti du dossier que j'avais gardé sur le comptoir toute la soirée, sans attirer l'attention, et j'ai placé 3 éléments sur la table avec la précision calme de quelqu'un qui n'avait rien répété parce qu'il n'avait rien à répéter. La photo, le bail, les relevés bancaires avec chaque retrait surligné en jaune. Aucun d'eux n'a parlé. Marcus a attrapé la photo en premier. Sa mâchoire s'est crispée. Le visage de Daniel est passé de la confusion à quelque chose qui ressemblait presque à du soulagement, comme un secret enfin exhalé après avoir été retenu trop longtemps. Cette réaction m'a appris tout ce que je devais savoir sur ses remords. Il n'y en avait aucun. Je les ai regardés tous les deux et j'ai dit, avec un calme absolu, René a déposé les documents ce matin.
La maison est à moi. J'avais fait signer à Marcus un contrat de séparation de biens il y a 18 mois qu'il avait clairement oublié. Les comptes joints sont gelés. Et Daniel, me suis-je tourné vers ma sœur, maman sait. Je lui ai dit avant que vous n'arriviez. Le son que Daniel a produit n'était pas des pleurs. C'était un effondrement. La justice ne rugit pas. Je l'ai appris à ma propre table, en regardant deux personnes se défaire dans un silence complet pendant que ma fille riait à une histoire du soir un étage au-dessus de nous. Marcus est parti cette nuit-là avec un sac de voyage et la dignité vide d'un homme qui comprenait qu'il avait déjà tout perdu. Il n'a pas supplié. Je pense qu'une partie de lui était soulagée. Aussi. Soulagée que l'architecture épuisante de la tromperie ait enfin cédé. Nous avons communiqué par avocat à partir de ce moment-là. Propre, documenté. Terminé. Daniel a essayé de parler 3 fois avant que quoi que ce soit de cohérent ne sorte. Elle a dit qu'elle était désolée, que cela ne signifiait rien, qu'elle m'aimait. Je n'ai rien cru du tout. Non par amertume, mais parce que j'avais observé son visage quand elle m'avait tendu ce cadeau. Ce regard latéral vers Marcus. Ce sourire creux. Une femme sincèrement désolée ne joue pas la générosité sur les lieux de son propre crime. Je lui ai dit calmement que je l'aimais comme on aime quelqu'un dont on fait le deuil. Le passé habillé en vêtements de présent. Puis je lui ai demandé de partir. Maman est restée. Elle a lavé chaque vaisselle sans qu'on le lui demande. Traversant ma cuisine avec le deuil silencieux d'une femme réalisant qu'une fille avait consumé l'autre. Lentement pendant 14 mois au sein d'une famille pour laquelle elle avait tout sacrifié afin de la maintenir unie. Avant de partir, maman a pris mon visage entre ses deux mains et n'a rien dit. Elle m'a juste regardé. C'était suffisant. C'était tout. Dans les mois qui ont suivi, j'ai renégocié mon contrat, obtenu une promotion et racheté la part de Marcus dans la maison sans sourciller. Mia ne connaît toujours pas toute la vérité. Elle sait que papa habite ailleurs maintenant. Elle sait que tante Daniel et moi avons besoin d'espace. Les enfants comprennent la distance même quand ils ne peuvent pas la nommer. J'ai reconstruit silencieusement, de la même manière que j'avais tout bâti, sans applaudissements, sans public, sans la permission de personne. Certains matins, je me tiens dans ma cuisine avec un café et je regarde le jardin où le portique de Mia capte la lumière matinale, et je ressens quelque chose que je ne m'attendais pas à ressentir de l'autre côté de tout cela. Pas de la colère, pas de la satisfaction, mais de la paix. Le genre que l'on ne peut gagner qu'en refusant de devenir ce qu'on vous a fait subir. Céleste Harmon, 35 ans, toujours debout.